Scan Imo, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences. Bonjour à tous et bienvenue pour notre 47e numéro de Scan Imo, le module audio qui décrypte l'actualité immobilière avec une pointe d'humeur et toujours avec une pincée d'humour, enfin on espère toujours. Je vous rappelle le concept de Scan Imo, toutes les semaines on vous informe des dernières actualités immobilières, des études exclusives, on rencontre des experts de l'immobilier, des intervenants qui vont vous donner des conseils pour vous faciliter votre métier d'agent immobilier. Bref, Scan Imo est le podcast qui donne des astuces pour faciliter votre prospection et le recrutement des vendeurs. Allez, sans transition, si je vous dis que vous avez plusieurs dossiers d'acheteurs qui font une offre au prix pour vos vendeurs, vous faites quoi ? Vous voyez de quoi je vais parler ? Chris, on parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien des acheteurs. Et oui, comment présenter les bons acheteurs à vos vendeurs ? Telle est la question. Ce n'est pas une surprise. La question de l'acquéreur est une des principales préoccupations des vendeurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces derniers vous plébiscitent en tant qu'agent immobilier. D'après une étude Opinionway, ils sont 79% à compter sur vous pour faire une sélection parmi les acheteurs afin de leur proposer des candidats adéquats, solvables, mûrs et prêts à signer un compromis. C'est plutôt une bonne nouvelle, car votre rôle est primordial pour vos vendeurs. Et pour cause, en trouvant des potentiels acquéreurs, en les sondant et les triant sur les volets, vous aidez les vendeurs à réaliser une transaction optimale au bon prix et en minimum de temps. Mais en période de crise sanitaire, alors que les prix du mètre carré stagnent dans de nombreuses villes de France et que les crédits immobiliers deviennent moins accessibles, trouver des acheteurs qualifiés devient une dure tâche. Mais vous allez me dire, où trouver des acheteurs, car cela va vous demander du temps ? Et oui, car il fut un temps où les acheteurs se pressaient aux portes des agences immobilières pour être les premiers à faire une offre pour un logement en vente. Mais un simple panneau à vendre ne suffit plus à faire sonner le téléphone. Il faut désormais partir à la recherche d'acquéreurs pour satisfaire vos vendeurs. Vous allez devenir l'Indiana Jones de vos vendeurs. Déjà, regardez dans vos fichiers avant de partir à la découverte de nouveaux acquéreurs. Réseautez à max avec des confrères et des chasseurs immobiliers pour trouver les acheteurs potentiels. Puis, vous pouvez aussi trouver des acheteurs sur Internet. N'oubliez pas que 90% des particuliers ayant un projet immobilier commencent leur recherche. Donc, outillez-vous d'une vitrine digitale sur Meilleurs Agents, d'un site Internet, publiez des annonces immobilières sur les plateformes spécialisées, postez des posts hyper impactants sur les réseaux sociaux et faire de la publicité digitale. D'ailleurs, je vous conseille de tester Encarpub sur Meilleurs Agents. C'est un bon moyen de booster votre notoriété. Nos pages sont visitées par 2,4 millions d'utilisateurs. Je dis ça, je dis rien. Bref, mais des questions se posent. Où trouver les acquéreurs solides ? Comment s'assurer de leur solvabilité en pleine crise économique ? Comment répondre aux attentes des vendeurs ? Eh bien, on va essayer d'y répondre avec... L'invité du jour est... Stéphane Maignan. Bonjour Stéphane. Bonjour Chris. Alors, je suis ravie de vous retrouver, c'est la deuxième fois que je vous reçois. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le fondateur de Côté Acheteur et vous êtes président de la Fédération des chasseurs immobiliers. Et puis, vous avez été aussi agent immobilier pendant 2 ans. N'ai-je rien oublié sur votre parcours, mon cher Stéphane ? Non, vous n'avez rien oublié, si ce n'est que c'est quand même un élément important. Aujourd'hui, on va fêter nos 20 ans au mois de mars. Donc, 20 ans d'activité pour Côté Acheteur. Je pense qu'on a été porteur d'un nouveau métier et j'en suis pleinement ravi. Ah bah, joyeux anniversaire, ça commence bien. Merci. On n'a pas tous les jours 20 ans, n'est-ce pas ? J'ai envie de vous dire oui. Tout d'abord, pourriez-vous me dire quel est l'acheteur idéal en 2021 avec tout ce qu'on est en train de vivre ? C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que l'acheteur idéal est celui qui a un vrai projet à accomplir, devenir propriétaire, acquérir sa résidence principale, investir pour son patrimoine ou pour simplement s'assurer d'une bonne retraite. Ça peut être aussi changer de vie ou se faire une pièce supplémentaire parce qu'aujourd'hui il y a pas mal d'éléments qui viennent contrecarrer avec le Covid. De plus en plus de clients nous demandent 2 chambres plus un bureau. Voilà, donc l'acheteur idéal en 2021, faut qu'il soit motivé, cohérent et finançable, on va dire. Alors, où vous les trouvez ces bons acheteurs aujourd'hui ? Ils se cachent où ? J'aurais tendance à dire que les acheteurs se cachent pas forcément, hein. Ils sont présents, ils sont même omniprésents sur le marché. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus le vendeur qui se cache que l'acquéreur. On est quand même encore dans un déficit où finalement, il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs. Donc, ils sont un peu partout. Alors après, tous n'utilisent pas le service d'un chasseur, mais ils sont quand même en nombre, hein. Alors peut-être un tout petit peu moins nombreux effectivement que la période 2019. 2020 était quand même une année assez perturbée et perturbante. Mais non, moi je trouve que les acquéreurs sont présents en tout cas.
C'est plus les vendeurs, à mon sens. D'accord. Ils sont nettement moins nombreux. Mais du coup, comment vous évaluez la maturité du projet immobilier d'un acheteur quand vous les rencontrez? Parce qu'il y en a qui disent « Ah, j'aimerais bien m'agrandir, etc. » Maintenant, il faut aussi avoir une certaine solvabilité, être motivé, être persévérant. Comment vous les accompagnez et comment vous analysez cela? Bon, on va dire que la pierre angulaire, c'est déjà l'aspect budgétaire. C'est vrai que la première des démarches qu'il faut faire quand on achète un bien, c'est d'aller voir sa banque. Je dirais même la banque et le courtier, ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. Et de là va découler finalement des capacités à pouvoir acheter à tel ou tel endroit, une zonification, définir une typologie de bien, et puis aussi additionner des critères. Donc c'est vrai que la pierre angulaire, c'est vraiment le budget, et c'est par là qu'il faut commencer. Et puis après, avoir un vrai projet. Il ne s'agit pas de partir pour acheter un bien. Il faut que pour X raison, soit le bien actuel n'est pas adapté, soit encore une fois avoir envie d'acheter sa première résidence principale. Beaucoup de gens ne sont pas encore propriétaires et je pense que dans certains cas, c'est intéressant de le faire. Et puis, avoir vraiment une source de motivation et de cohérence, savoir véritablement ce qu'il faut lâcher pour gagner, je dirais, l'essentiel. Alors, il y a la motivation, mais il y a quand même quelque chose de très important, c'est comment les sélectionner pour garantir le financement des acheteurs aux vendeurs. Parce que c'est ça quand même, on se dit, oh là, je vais me bloquer avec cet acheteur, et puis au bout de 3 mois, s'il n'a pas son crédit, je ne satisfais pas mon vendeur et ni mon chiffre d'affaires en tant qu'agent immobilier. Donc, comment on fait tout ça? C'est ce que je vous disais, on va d'abord voir la banque. La banque, de façon générale, imprime une projection financière vis-à-vis des informations que l'acheteur a pu donner à son établissement bancaire. Et à partir de là, on a déjà des fondements d'un montant d'apport, d'un montant de crédit, d'un montage financier qui est lisible, genre prendre sur 15 ans, sur 20 ans, à tel taux. Et du coup, on est capable vis-à-vis d'un vendeur, lorsqu'on dégaine une offre, de décider tout l'aspect financement. Et puis, si on peut effectivement imprimer le document que la banque a envoyé, ça donne un peu, à mon sens, beaucoup plus de crédit que si on dit à baba, babeux, attendez, je sais pas. Oui, il faut vraiment anticiper. On part pas acheter un appartement comme ça sans avoir été voir sa banque. C'est vraiment la première des démarches à faire. Du coup, quand vous présentez des acheteurs à des agents immobiliers ou à des vendeurs, quelle garantie vous apportez? Vous apportez un dossier clair et concis avec des attestations des organismes de crédit, ce qui permet de rassurer. Mais quelles sont aussi, au-delà de ces pièces justificatives, vous apportez quoi d'autre? Déjà, le fait qu'un client passe par un chasseur démontre déjà qu'il y a une motivation. S'il prend un chasseur, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pour véritablement accomplir son projet. Donc la première des choses, quand on passe avec un professionnel, bien souvent, et aujourd'hui, parce que le métier a quand même une vingtaine d'années, finalement l'agence immobilière se dit ce client a pris un professionnel pour l'aider dans sa démarche, c'est que déjà il y a une motivation dans son projet puisque le chasseur a validé aussi la démarche. Donc déjà entre professionnels, les choses avancent quand même beaucoup plus favorablement. Et puis effectivement, nous comme on a invité nos clients à aller voir leur banque avant même de démarrer quoi que ce soit, on a aussi de notre côté des garanties déjà financières. Et puis après, encore une fois, c'est le travail en amont sur ce que veut le client, ce qu'il est possible de faire, ce qu'on appelle le champ des possibles, et la cohérence et bien sûr la motivation qu'il apporte à son projet. Donc c'est vraiment un ensemble de choses. Et quand on apporte ces éléments à un professionnel, ça le rassure de passer finalement par un chasseur, parce qu'il y a la maîtrise que lui n'a pas généralement quand il a un acquéreur qui se présente pour un bien qu'il vend sur Ce Loger. Il voit un acquéreur débarquer, il ne le connaît pas. Avec un chasseur, le chasseur connaît son client. Donc c'est vrai que de plus en plus, les agences ont compris l'intérêt aussi de transactionner finalement avec des clients qui ont un chasseur. Il y a du fond, de la cohérence et des projets qui vont au bout. À titre personnel, sur côté acheteur, en une vingtaine d'années, on a dû avoir 3-4 refus de crédit, mais des refus de crédit qui finalement étaient liés à l'assurance qui n'a pas financé parce que problème maladie. D'accord, oui, donc là c'était... Voilà. Donc nous, nos clients ont leur financement. Donc, encore une fois, vis-à-vis d'un vendeur, c'est aussi la case qui les rassure, encore plus quand ce sont des professionnels, parce qu'encore une fois, ils ont bien identifié notre profession, mais aussi des particuliers qui se disent, finalement, si ce client-là se fait accompagner, c'est qu'il y a encore une démarche solide. Alors que quelqu'un peut arriver comme ça. Il y a beaucoup de gens qui visitent des appartements sans avoir besoin d'en acheter. Il y a du tourisme. Moi, j'ai entendu plein d'agences qui me disaient ça.
Oui, du coup, vous évitez les touristes, c'est plutôt pas mal. On va à l'essentiel. Vous allez à l'essentiel. Depuis quasi un an, enfin, on vit tant bien que mal avec la Covid-19, par conséquent, le marché immobilier a évolué. Quelle est la psychologie des acheteurs? Parce que vous disiez au début de notre podcast qu'il y a les acquéreurs sont toujours relativement tous motivés, mais est-ce que vous avez vu des acheteurs changer au-delà de leurs besoins, de leurs caractéristiques de projet? Enfin, est-ce que vous avez vu psychologiquement des changements chez eux? Oui, alors psychologiquement, c'est vrai que les gens se sont retrouvés un petit peu coincés, ne sachant pas à quel moment ils pouvaient véritablement le mettre en place. C'est vrai que ces confinements ont décalé quand même certains projets, notamment celui qui a eu lieu entre mars et mai. Donc pas mal de clients ont dû reporter leurs projets. On s'est aperçu quand même de mai à juin, même juillet, une activité qui était complètement dingue. J'ai même vu d'ailleurs dans des journaux qu'il y avait eu plus 460% de transactions dans cette période-là. Donc les acheteurs se sont mis en force sur le marché. Nous, on a signé énormément de mandats, on a fait énormément de transactions dans cette période-là, parce qu'on a lâché la bride et que les gens ont besoin finalement d'accomplir des projets. J'ai un enfant qui arrive, faut qu'il ait sa chambre. Je paye trop de charges parce que mon appartement est à 5 pièces et que je veux réduire finalement la voilure pour peut-être acheter une résidence secondaire. Il faut être dans l'action. Donc il y a quand même, il y a eu effectivement un attentisme. Une interrogation aussi sur les prix. Les gens se sont interrogés finalement, est-ce que les prix allaient monter ou allaient baisser, est-ce que ça allait stagner? Donc il y a eu un espèce de round d'observation sur le marché, ce qui est tout à fait naturel. Mais malgré tout, il y a eu quand même des engagements assez prononcés dès la mi-mai, où ceux, encore une fois, qui avaient un vrai projet à mener, ont décidé de le mener et de l'accomplir. Donc ça, c'est plutôt la partie psychologique. Est-ce que j'achète maintenant? Est-ce que les prix, ceci, cela? Et puis, comme vous le dites aussi, une espèce de petite mutation dans les critères, plus besoin d'extérieur, plus envie de sortir de Paris et plus envie de maison. Voilà, maison, terrasse. On a vu, alors est-ce que c'est une tendance qui va perdurer? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a vu quand même dans le premier confinement une forte accélération sur les extérieurs. Et là, on voit quand même au long cours, depuis cette période-là, on voit que ça perdure, mais voilà, c'est vraiment en 2021 qu'on va s'apercevoir si cet espace extérieur va être nécessaire et de plus en plus la pièce supplémentaire pour bosser. On est en télétravail, je suis avec ma compagne, on est face to face dans la même pièce pour bosser, c'est pas génial. Donc c'est vrai que j'entends fleurir là sur les dernières recherches, ah bah oui, on aimerait bien avoir un petit espace, un petit bureau ou un espace dans le couloir ou dans le séjour pour pouvoir y travailler. Merci Stéphane. Scan Imo, c'est déjà fini? On pourrait discuter des heures avec Stéphane. Oui, c'est sûr. Il y a tellement de choses à dire. Encore merci pour toutes ces informations, Stéphane Maignan. Maintenant, vous avez toutes les clés pour scanner tous les bons acheteurs pour vos vendeurs. Pour plus de renseignements et votre culture IMO, surfez sur Wikimo Pro, le mag info de meilleurs agents. On vous concocte toujours des contenus hyper intéressants. Et on se dit à la semaine prochaine sur Radio IMO. Scan Imo, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences.